En 2018, une étude américaine sur 242 entrepreneurs trouvait que 30% de leur échantillon auraient un TDAH, le très mal nommé trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comparé aux 5%, je crois, ou 4 ou 5 ou 6% de TDAH adultes dans la population générale, eh bien ça fait beaucoup. Mais en même temps, il y a aussi 30% de dépressifs dans leur échantillon, mais ça c'est moins sexy à dire. Et franchement, quand on apprend qu'on a un TDAH sur le tard, avec tout ce que cela implique, et qu'on est en auto-entreprise, comme moi-même, on se pose la question principale, pourquoi? Et puis surtout, comment? Comment on arrive à s'organiser alors que des fois on ne sait même pas comment notre journée s'est passée? Michael Nardi, lui, est un jeune entrepreneur dynamique dont la boîte au doux nom d'Hyperfocus accompagne les entrepreneurs TDAH à mieux s'organiser. Créateur de contenu percutant sur LinkedIn, il vient aussi de lancer son podcast Jus de cerveau. Identifié HPI tout petit, Michael Nardi a été diagnostiqué TDAH adulte, comme moi, en 2022, comme moi aussi, et à 28 ans. Passé par l'économie, la philosophie et la psychologie, il a un passé riche en expériences rebondissantes et franchement, je me sentais de l'inviter pour parler de tout ça. Vous êtes les bienvenus ES sur Intensément Podcast, je suis Raph, et si vous connaissez déjà Intensément Podcast, vous savez peut-être que moi par contre j'ai été identifié HPI à 51 ans et diagnostiqué TDAH à 53 ans. Et que ce média explore l'univers HPI et neuroatypique à la recherche de l'info la plus fiable possible. L'entretien qui va suivre est aussi une rencontre entre un vieux et un jeune. Je veux dire, entre deux itinéraires de vie qui se croisent. Un échange sans tabou sur tout plein de sujets, HPI, TDAH, scolarité, organisation, travail, difficultés, facilité, diagnostic, médication, drogue, coaching, entrepreneuriat, philosophie, psychologie, psychiatrie. Bref, enjoy cet entretien débridé bonne humeur qui vous est offert par les contributrices de ce média unique, que je remercie intensément du fond du cœur. Si vous aussi, vous voulez rétribuer mon travail à sa juste valeur, n'hésitez pas à rejoindre notre vaisseau spécial. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci de permettre à Intensément de vivre et de continuer à partager connaissances et témoignages. Mika, je crois que tu es le premier Gen Z invité. C'est-à-dire de ce premier podcast. jeune. Ouais, je crois que Gen Z, ça commence à partir de, enfin c'est ce que j'ai vu plus ou moins de 1996. C'est vrai, je suis un peu sur la frontière en fait. 96, c'est pas vraiment Gen Z, mais c'est pas vraiment la génération d'avant aussi. C'est un peu l'entre-deux. Je crois que le public de ce podcast est plutôt, on va dire XY, mais je sais pas, j'en suis pas sûr. En tout cas, je suis ravi de t'avoir sur le podcast Intensément. Bah avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter sans rentrer trop dans les détails, comme ça on rentrera dans les détails petit à petit, ça sera rigolo. Moi c'est Mika, j'ai 28 ans depuis peu de temps. La version courte, c'est que j'ai créé une entreprise où j'aide des professionnels de l'accompagnement concernés par le TDAH à vivre de leur activité, donc qu'ils soient coach, thérapeute, formateur, consultant. À la base, j'aidais au niveau de l'organisation personnelle. Pourquoi le TDAH, pourquoi l'orga perso? Parce que je suis moi-même diagnostiqué TDAH et j'ai moi-même eu des gros problèmes d'organisation personnelle que j'ai réussi à résoudre de mon côté. Donc aujourd'hui, j'utilise cette expérience-là pour aider d'autres personnes et ça fonctionne plutôt bien. Donc je suis assez content, c'est en place, j'arrive à en vivre, je crée des contenus autour de ça sur LinkedIn via une newsletter et depuis très récemment un podcast solo. Et voilà, la version courte, c'est ça. Tu es peut-être le premier de la génération Z. Par contre, tu es le troisième coach invité sur ce podcast. Ce que j'appelle moi le coaching éthique, c'est-à-dire avec des infos fiables, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur le coaching. Et justement, je le découvre à travers les invités. Tu as aussi une formation psychologique et philosophique. C'est ça. Moi, à la base, j'ai un parcours universitaire. Donc j'ai pas mal erré pendant mes études. Donc à la base, moi je viens d'un parcours en économie, j'ai fait une prépa économique, je me suis orienté en droit, ensuite j'ai fait une double licence philosophie psychologie. J'ai tenté la première année de médecine et ensuite je voulais retourner en master de psychologie, ils m'ont pas pris. Je suis allé en master de philo et c'est pendant mon année de master de philo que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour la première fois, c'était il y a 3 ans. Et donc depuis 3 ans, j'essaie de trouver un moyen de vivre de mon activité comme je l'entends.
Et ça commence, je commence à avoir trouvé une bonne piste, donc je suis content de ça, surtout que ça cristallise assez bien tout ce que j'ai pu apprendre pendant mon cursus, et il y a une vraie utilité pour les gens derrière, donc je suis assez content du sens que ça prend. Alors j'ai compris en suivant ton parcours, en essayant de regarder les vidéos et les textes, que tu avais été identifié HPI très jeune, donc peut-être tu pourrais nous parler de ça avant qu'on parle du TDAH. Comment tu l'as vécu? Quelles répercussions ça a eu sur ta vie? C'est une bonne question parce que j'ai pas mal réfléchi à ça justement, et je pense que c'était un peu une épée à double tranchant en fait. C'est-à-dire que d'une part, c'était positif parce que ça crée naturellement des attentes supérieures, donc soi-même on essaie de se conformer à ces attentes-là et ça nous pousse à faire mieux. Mais de l'autre, à partir du moment où ça marche plus comme on veut, où ça commence à devenir compliqué, moi c'était à partir du collège et vraiment à partir du lycée où j'ai commencé à avoir des difficultés, on commence à remettre en question les choses, et vu qu'une grosse partie de notre identité était basée sur le fait qu'on avait des facilités et que ça se passait bien, ça nécessite de reconfigurer un petit peu sa propre identité, et c'était compliqué. Donc à un moment donné, moi j'étais carrément en rejet en fait de cette étiquette-là, en me disant en fait ça veut rien dire parce que je suis censé avoir des facilités, mais en fait j'ai des difficultés, donc voilà. Ça s'est pas forcément arrangé à l'université où en fait à chaque fois je passais un petit peu entre les mailles du filet. Et c'est en découvrant par la suite l'existence du TDAH et le fait qu'il y avait des choses en lien avec moi et que ça pouvait aussi se mêler au HPI, etc., que j'ai creusé cette piste et que ça a expliqué aussi une partie des difficultés que je rencontrais. Donc c'est un petit peu un cercle qui s'est fait entre ces deux étiquettes-là, HPI à la base et TDAH à l'âge adulte il y a presque 2 ans maintenant. Mais je suis content d'avoir eu l'étiquette HPI parce que ça crée des attentes positives. Donc je pense que ça a été un moteur pour moi de me dire en fait je peux faire des choses bien, je sais pas comment ça va se passer, mais il y a ce potentiel là qui est en attente d'être révélé. Ça a mis du temps avant que je commence à en faire quelque chose concrètement, et c'est encore loin d'être c'est loin d'être comment dire c'est un cheminement en fait constant. Il y a pas de fin, et c'est ça qui est à la fois beau et qui peut être frustrant au début. Donc il y a un vrai travail sur le perfectionnisme, il y a un vrai travail sur l'estime de soi, il y a tout ce travail-là qui se met en place, mais d'une manière plus saine et plus équilibrée. Maintenant que j'ai toutes les cartes en main pour comprendre un peu d'où je viens, qui je suis et où je veux aller. Alors, du moment que je te tiens, je vais te poser donc des questions sur le HPI, chose qui n'était peut-être pas prévue. Tu as été identifié à quel âge et comment ça s'est passé? J'ai été identifié à juste avant 4 ans, donc c'était en 99. À l'époque, ça s'appelait même pas HPI. Et j'ai été identifié pourquoi? Parce que je refusais d'aller à la garderie et à la première année de maternelle parce que ça me rendait fou qu'on n'apprenne pas des choses intéressantes. On voulait me faire de la pâte à modeler, des coloriages, du tricycle. Moi, j'étais en mode non, moi je veux lire, je veux apprendre les drapeaux, je veux compter, je veux faire des trucs comme ça. Et donc du coup, ça me rendait dingue. Moi, je préférais rester chez moi. Je préférais jouer avec mon arrière-grand-mère, avec qui je passais beaucoup de temps, et on faisait beaucoup d'exercices un peu intellectuels. Enfin, j'avais plein de passions bizarres pour les champignons, pour les drapeaux, les capitales. Et je comprenais pas pourquoi à l'école c'était aussi naze. Et du coup, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, je pense, d'une personne, je sais pas, d'une enseignante ou quelqu'un qui en avait parlé à ma mère, et ensuite orienté vers une psychologue pour faire ce bilan-là, qui s'est révélé vrai. Donc ça a été assez tôt, ouais. Du coup, la conséquence, c'est que j'ai sauté la petite section. Je suis rentré direct en moyenne section. Mais de toute manière, il t'aurait sans doute fait sauter une classe, même sans le test, je suppose. Je sais pas, mais c'était plus en fait une piste d'explication, en fait, de comprendre parce que vraiment je supportais pas le fait d'y aller. Je me mettais en larmes, j'avais des grosses crises de colère sur le chemin et tout. Donc ma mère a écouté ça, et c'est pour ça qu'elle a creusé cette piste-là plutôt que de me considérer juste capricieux. Donc ça, c'était plutôt cool comme démarche, quoi. Et donc, ce qui fait que toi, tu te retrouves à 4 ans, on te dit, enfin, je sais pas si on te dit tu es surdoué, je sais pas comment. Ouais, c'est ça, c'était surdoué à l'époque. Et toi, tu te retrouves à 4 ans avec, parce que moi, personnellement, ça me dérange pas de parler d'étiquettes. Je ne suis pas contre les étiquettes. Moi, au contraire, je trouve que ça aide sur pas mal de trucs. Mais donc, tu te retrouves avec cette dénomination, cette étiquette surdoué. Et est-ce que ça revient souvent dans ta manière de penser? Je sais très bien que tu devais pas y penser tous les jours, c'est pas la question. Donc tu viens de dire que chez toi, il y avait peut-être des expectations de réussite, peut-être. Du coup, ouais. Et puis les professeurs le remarquaient aussi, que j'avais des
des facilités dans pas mal de choses, que c'était assez facile pour moi dans certains domaines, que c'était aussi difficile dans certains autres, mais qui passaient un petit peu sous le tapis parce que c'était compensé par le reste. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, de CE1. On avait plusieurs matières, donc moi, je m'en sortais bien en maths, je m'en sortais bien en français, ça allait, mais on avait une matière, je sais plus comment ça s'appelait, où on avait un gros classeur à levier, et on devait organiser ce classeur avec des polycopiés, des trucs. Je comprenais rien. C'est-à-dire que je comprenais rien. Il fallait organiser des trucs, il fallait les classer. Je fondais en larmes parce que juste je comprenais pas. Et on m'expliquait, j'arrivais pas. Et bon, c'était juste la matière classeur, donc pas très grave. Mais à terme, maintenant avec le recul, je me rends compte que moi l'organisation, en fait c'était un énorme problème pour moi. Et j'étais incapable de catégoriser des trucs dans un classeur. Et ça me rendait fou. C'est-à-dire que vu que, en plus, pour moi c'était censé être facile. Vu que ça marchait pas, dès qu'un truc marchait pas, je pétais un plomb. C'est soit ça marche direct, soit je pète un plomb. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de processus de gestion de la frustration, de l'apprentissage. Et ça m'a joué beaucoup de tours en catégorisant beaucoup de trucs, en fait, en mode ça j'aime pas, ça je suis bon, ça je suis pas bon. Alors qu'en fait, des fois il y a des trucs où on les apprend, on n'est pas bon au début et puis on devient bon. C'est pas que des trucs instinctifs. Donc il y a eu, c'est pour ça que je parle d'épée à double tranchant, parce qu'il y a eu des effets positifs et aussi des fois des effets négatifs en attendant un peu trop que les choses glissent d'elles-mêmes plutôt que d'apprendre à faire l'effort de creuser quelque chose ou de m'entraîner délibérément. Mais comme tu dis, à l'époque, tu ne savais pas que tu avais un TDAH aussi. Tu as suivi, entre guillemets, ce que j'appelle moi le schéma classique de l'enfant à haut potentiel intellectuel et TDAH, qui avait été déjà évoqué par Stéphanie Aubertin, par la psychologue Stéphanie Aubertin, c'est-à-dire elle explique que elle, dans sa patientèle, elle voit ce schéma classique des enfants qui, avec leur HPI, arrivent à passer entre les mailles du filet, mais super simple, la primaire, tranquillou, hein. Le collège aussi, ça passe. Et effectivement, comme tu le dis dans l'autre interview, tu te retrouves au lycée. Déjà, le collège, ça commence à être plus compliqué parce qu'il y a plusieurs profs, plusieurs salles et des problèmes donc d'organisation, de rangement, de ci, de ça. Et puis, au lycée, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a des matières où il faut apprendre et donc s'organiser et ci et ça. Et avec le TDAH, ça pète. Exactement. Et en fait, en me renseignant il y a quelques années là-dessus, je me suis dit, ah mais waouh, en fait, je voyais des gens témoigner. Je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est exactement mon parcours. Et il parlait du coup qu'il y avait un TDAH qui se cachait derrière ça. Je me dis, c'est intéressant en fait. Ça a mis du temps avant que je le digère et que je fasse les démarches pour prendre un rendez-vous et vraiment acter la chose. Mais ça a été une vraie prise de conscience parce que en fait c'est un parcours où on a l'impression d'être seul à vivre ça, d'être très singulier là-dedans. Et puis en fait quand on voit d'autres personnes témoigner, on se reconnaît dedans, on voit comment ils ont transcendé leurs difficultés. Et puis moi je me suis rendu compte aujourd'hui du coup que maintenant que je parle de mon parcours, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui disent ah mais waouh, ce que tu décris c'est exactement en fait ce que j'ai vécu, ça me donne des pistes à creuser et derrière de faire ce travail de partager en fait son histoire pour inspirer d'autres personnes à bien se comprendre parce que finalement les problématiques on est moins unique que ce qu'on croit en fait. Il y a beaucoup de problématiques qu'on traverse que d'autres personnes traversent et de faire l'effort de le partager, c'est aussi important, surtout à l'ère des réseaux sociaux où on peut avoir cet effet positif de partage de connaissances, de partage d'histoire en toute humilité, quoi, sans tirer de leçons, juste en disant voilà mon parcours, voilà ce que j'en tire et peut-être que ça va te donner des billes pour toi aussi comprendre certaines choses. Si ça peut te rassurer, ça a été mon parcours aussi, sauf que je suis pas allé plus loin que la terminale parce que j'ai fait un burn-out en fait. C'était plus possible pour moi de suivre. Parce que moi, à côté, j'ai eu d'autres comorbidités du TDAH. Donc, j'ai eu une anxiété. Des fois, tu parles d'anxiété, d'ailleurs, toi aussi. Dans la scolarité, on a envie que ça soit parfait. Et puis, il y a des choses qui clochent, mais on sait qu'on sait le faire, on n'arrive pas, et blablabli, on risque de faire des erreurs. Et donc, il y a cette anxiété. Moi, ça s'est vraiment très développé, par contre. J'ai eu tout un tas de trucs. Mais il y a des enfants, probablement ça a été ton cas, où ces comorbidités ne se voyaient pas du tout, ou alors ils en avaient pas. À l'époque, moi, on parlait pas de TDAH, donc vraiment, le simple fait de pouvoir m'adapter socialement et m'adapter à l'école avec le HPI, ça fait que vraiment personne ne voyait où était le problème en réalité. Donc je suppose que toi, c'était la même chose. C'est ça, en fait c'est stratégie de compensation quoi. Sauf que derrière on se rend pas compte du coût que ça a, et que à un moment donné, quand il commence à y avoir les demandes qui s'accentuent, quand on consomme déjà beaucoup de ressources de son côté pour compenser, c'est le moment où ça pète. Et tu parles du lycée ou la terminale où ça a été compliqué. Moi, le lycée, ça a été aussi très compliqué. J'ai failli abandonner à un moment. J'ai eu la chance d'avoir de très bons profs qui m'ont motivé. J'ai eu la chance qu'on me force pas à faire la filière scientifique aussi et de passer en économique et sociale qui était finalement plus simple. Et enfin, j'ai beaucoup aimé l'économie, ces matières-là. Donc, ça m'a aussi un petit peu...
même les maths, je m'en sortais bien. Enfin, j'ai trouvé des moyens de compenser, mais c'était quand même pas mal de pression, pas mal d'anxiété que j'arrivais à gérer plus ou moins. Beaucoup de jeux vidéo qui m'aidaient à décompresser. Il y avait pas mal de stratégies comme ça, quoi, pour un peu m'évader. Mais c'était clairement pas la meilleure période. J'en ai pas des souvenirs attendris à part ces moments de jeux vidéo avec des amis, ça c'était vraiment vraiment super. Mais sinon à côté de ça, c'était vraiment le matin se lever, aller en cours, machin, c'était terrible, terrible. Et à cette époque, parce que bon, moi je comprends que moi, à mon époque, on parlait pas du tout de TDAH. À cette époque, tu n'avais pas d'autres personnes, des copains, des copines, qui te faisaient penser à ton comportement et qui eux, par contre, étaient diagnostiqués TDAH ou pas? Moi, pas vraiment. Alors, il y a peut-être un biais parce que j'ai eu la chance d'être dans des bons établissements, des établissements privés, donc je pense qu'il y avait aussi un tri à l'entrée qui faisait que les personnes les plus en difficulté juste pouvaient pas intégrer le cursus. Mais même par exemple au collège, enfin là je parle du lycée, mais en vrai le collège, il y avait quand même des personnes en difficulté, mais en fait les difficultés étaient telles que moi je me disais c'est pas, ça me concerne pas du tout, quoi. Oui, j'étais en train de penser là dans mon cerveau, je me disais mais oui, mais attends, effectivement, à ton époque comme à mon époque, il y avait les enfants hyperactifs et c'est eux qu'on aurait vu directement comme étant TDAH et ça a absolument pas notre rapport avec nous, quoi. C'est clair. C'est ça. Et c'est aussi ça le piège en fait. C'est le fameux piège, on passe entre les mailles parce qu'en fait on est calme. Des fois on fait des conneries, mais c'est juste des moments. Moi, je me souviens, c'est marrant, j'ai ma famille, je sais plus qui, j'appelais ça le quart d'heure colonial, où en fait, je pétais un plomb en fin de journée, genre pendant, je sais pas moi, 30 minutes, je devenais insupportable, mais c'était juste ciblé pendant 30 minutes. Après, le reste du temps, ça allait. Donc du coup, pareil, pas d'inquiétude. Si c'était tout le temps comme ça, bon, on se pose des questions, mais si c'est juste un moment où je pète un plomb, c'est juste qu'en fait, je me retenais tellement toute la journée qu'à un moment donné, ça explose. C'est juste que ces capacités d'adaptation-là, comme je disais tout à l'heure, elles ont une limite et au bout d'un moment, juste, ça tient plus, quoi. Oui, et puis en plus le TDAH étant un trouble qui peut varier dans le temps en fonction des époques, on n'a pas forcément tout le temps le même niveau, il y a des moments où on est très bien, des moments où ça va pas du tout, des moments, enfin bref, voilà. Et donc tu te retrouves avec cette, entre guillemets, étiquette HPI, et comment les autres te regardaient à ce moment-là? Est-ce que ça se savait? Non. Dans le sens où, enfin moi c'est pas quelque chose dont je parlais explicitement, que ce soit au primaire ou au collège ou même après. Et puis moi j'étais toujours j'étais jamais dans le top. Et j'étais jamais premier ou deuxième, sur troisième, quatrième, cinquième. Donc il y avait toujours des gens pires que moi, il y avait toujours des gens meilleurs que moi. Donc pareil, on passe entre les mailles, on n'est pas inquiet. Je pourrais faire mieux, pourrais faire des efforts, manque de rigueur, mais le taf est fait. Personne m'embête, à la maison on m'embête pas, les profs m'embêtent pas. Moi tout ce que je voulais c'était la paix en fait, et que quand il y avait pas la paix, j'essayais qu'on me foute la paix. Donc d'où cette anxiété aussi qui me poussait à me dire voilà là c'est chaud, il y a un contrôle à faire. Si je réussis pas, on va me saouler, le prof va me saouler, mes parents vont me saouler. Et j'étais vraiment drivé vraiment par des motivations externes qui elles aussi arrivaient à me cadrer en fait. Mais en termes de motivation intrinsèque, c'était dur pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait aussi que quand on arrive au lycée, qui commençait à avoir les choix d'orientation, etc., moi, j'avais aucune idée de où aller si on me laissait la liberté. C'est où est-ce qu'on me dit d'aller, en fait. C'est pour ça qu'après, je suis allé en prépa, qui était un petit peu la suite logique d'une filière éco, quoi. C'est les filières éco, prépa, HEC ou une grande école et machin. Sauf que moi, j'ai fait la prépa, mais j'ai fait ma crise d'adolescence tardivement, je pense. Et j'ai dit, ouais, non, stop, je fais pas ça, je me réoriente, je teste des trucs. J'ai eu la chance qu'on me laisse faire. C'est un petit peu frictionnel, mais on m'a laissé faire. Et j'ai eu cette énorme chance de pouvoir explorer plein de choses pendant ma vingtaine en termes de domaine, en termes de cursus. À l'époque, je pensais que c'était... Enfin, comment dire ? Je pensais que c'était pas une chance parce que quand on arrive à 24 ans, il y a des amis qui commencent à être diplômés, qui commencent à trouver un job, qui commencent à être payés. Moi, je continue d'errer, de pas gagner d'argent. Enfin, on commence à avoir des considérations différentes, des considérations d'adultes qui rentrent en jeu. C'est là aussi on sent le décalage qui se creuse, mais on sait plus trop pourquoi. On se dit le HPI de toute façon ça explique pas, ça n'a pas pour but d'expliquer des difficultés. En fait, c'est censé expliquer pourquoi j'arrive à passer entre les mailles et à travailler à la dernière minute et ça marche. Donc compliqué pour moi de faire sens de ça. Donc le HPI ça n'a pas été un gros élément, ça a juste été un petit peu la carte joker qui m'a permis de sauver les meubles quand il fallait sauver les meubles en fait. Mais sauf que à un moment donné sauver les meubles ça suffit plus, il faut
construire quelque chose, il faut persévérer dans un domaine, et ça, c'était compliqué, quoi. Et alors, juste avant de passer au TDAH, comment ça se fait que, en étant identifié surdoué HPI dans les années 2000, tu n'es pas tombé dans les mythes? Le HPI, c'était un facteur de souffrance et tout ça, tout ça. En fait, je suis pas tombé dans comment on appelle ça, le terrier de lapin, là. On peut rentrer dans ce terrier-là et puis creuser plein de trucs. Hole. Le rabbit hole. Je me souviens donc de ma année de prépa juste après le bac, donc en 2013, que vraiment c'était dur, ça allait pas. J'étais en internat, socialement c'était compliqué, il y avait plein d'éléments compliqués. Et je me souviens que je recherchais sur internet, j'étais tombé sur un article qui disait justement trop intelligent pour être heureux. Le fameux livre, je sais plus qui c'est qui l'a écrit, mais il est super connu. Et ça m'avait parlé. Je dis c'est peut-être l'explication. En fait, je suis trop intelligent pour être heureux. Et en plus, il y a un aspect un peu pseudo mélancolique, incompris. Il y a un truc un peu valorisant là-dedans qui glamourifie un petit peu son malheur, Exact. qui est dangereux du coup. Mais j'ai pas creusé plus que, enfin, je sais pas, je suis passé à autre chose. Je me suis pas fait happer dans le truc. Je pense que c'était une explication qui était intéressante, mais qui était pas satisfaisante. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais une grosse appétence pour la philosophie à l'époque, en terminale. J'avais beaucoup aimé ça. Et en prépa, il y avait aussi beaucoup de culture générale et de philo. Je trouvais que le raisonnement allait pas assez loin à mon goût. Et donc, du coup, j'ai préféré faire ma propre théorie du truc que de me contenter de ça. Je pense qu'il y a dû avoir un truc comme ça. Que je pouvais pas simplement l'expliquer par ça. Mais c'est pas pour autant que j'allais trouver une explication alternative satisfaisante. Mais je suis tombé là-dessus, oui. En plus, 2013-2014, c'est vraiment le moment où c'était des concepts très en vogue. J'ai été confronté, mais ça s'est pas imprégné dans mon identité plus que ça. D'accord, bah c'est super intéressant. Et alors, donc, petit à petit, tu en viens à te poser la question du TDAH. Comment ça s'est passé? Alors, le TDAH, donc tout à l'heure, je disais qu'il y a 3 ans, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. C'était en plein Covid en plus, donc je pense que la période Covid a fait que plein de gens ont pris des choix risqués qu'ils auraient pas pris en temps normal. Je me suis lancé à 2 dans l'entrepreneuriat et j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai appris plein de trucs. Ça me motivait, ça me mettait en mouvement. C'était nouveau aussi, ce qui aide. Et j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Mais derrière, il y a eu beaucoup d'éléments négatifs. J'ai pris plein de mauvaises décisions parce que le job de l'entrepreneur, c'est prendre des décisions. Alors bien sûr, en tant que débutant, on prend les mauvaises décisions et en plus, on n'apprend pas des erreurs des autres. On est ce qu'on appelle en jargon scientifique un petit con. Donc en fait, on se dit j'ai tout compris, je vais révolutionner le truc. Et vraiment, les gens sont tous nazes. Moi, j'ai tout compris. Bien sûr, j'ai tout compris. Au bout d'1 an, le truc se crache parce que j'ai recruté des gens, que ça coûte plein d'argent, qu'en fait j'ai pas d'offres, j'ai pas de cible, on n'a plus de trésorerie. On se sépare de tout le monde, qui a été, je pense, la décision la plus dure de ma vie, de se séparer d'employés. C'était terrible, genre vraiment cette période, c'est terrible. Et on se retrouve avec donc une boîte avec des dettes qui fonctionnent pas. Moi qui digère cet échec qui est quand même violent parce que j'étais convaincu d'avoir tout compris. En fait, je me rends compte que j'ai rien compris. Donc, je veux dire, la redescente est dure. Enfin, c'est vraiment une période compliquée, mais comme toute période compliquée, il y a aussi des gros apprentissages et des grosses transformations qui peuvent se faire si on reste pas coincé au fond du trou. Je suis quand même resté un petit moment dans le trou. J'ai essayé de rebondir plus ou moins en freelance, en vendant un petit peu ce que je pouvais, un site web par-ci par-là, un petit peu de conseils par-ci par-là, mais difficile. Et c'était une époque où je savais que la création de contenu était très importante pour justement créer une entreprise, créer une marque personnelle, et j'arrivais pas à créer du contenu, je savais pas où j'allais, je remettais en question tous les jours, machin, enfin très compliqué. C'est étonnant quand on connaît ce que tu fais, quoi. Ben, j'y viendrai du coup, mais c'est vraiment un point où en fait j'avais l'intuition du truc qui était important, j'étais incapable de le faire. Et à cette période-là, je tombe sur un TED Talk, sur une conférence d'une fille. Ça, j'en parle souvent de cette histoire, mais je trouve qu'elle est importante parce que c'est un peu le moment fondateur. Jessica McCabe de la chaîne YouTube How to ADHD, où elle parle de son parcours. Moi, je connaissais pas sa chaîne YouTube. Moi, la seule image du ADHD, enfin du TDAH que j'avais, c'était un mec que j'avais failli accompagner dans le cadre de mon agence, qui était un petit peu influenceur TDAH,
Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, ouais, c'est quoi encore ce truc, les gens qui s'inventent des identités, machin. Enfin, genre, j'étais pas du tout dans ce truc-là. Vraiment, je me sentais pas du tout concerné par ça. Et elle raconte son parcours, elle raconte son enfance, son machin. Et je me dis, ça, c'est dingue. Elle décrit exactement moi. Genre, l'enfant brillant qui s'en sort bien, mais qui commence à avoir des difficultés. Je dis, waouh, c'est fou. Et à la fin, elle arrive sur ce sujet du TDAH. Et elle explique, notamment l'impact du traitement, en fait, sur elle. Comme c'est une paire de lunettes qu'on met, on va enfin clair, que j'avais déjà un petit peu expérimenté avec différentes substances, que ce soit de l'alcool, que ce soit la nicotine, que ce soit le cannabis, enfin des choses qui aident, enfin qui m'ont vraiment aidé au début. Le problème c'est quand ça devient chronique et qu'on a l'habituation hédonique, quoi. Mais au début ça aide, ça donne un boost, pareil avec le café, ces choses-là. Et je me suis dit waouh, mais en fait peut-être que ce que j'avais un petit peu ce problématique d'addiction un peu douce, mais avec le cannabis qui était quasiment quotidien, et je savais que c'était un problème, c'est juste que ça m'aidait, donc j'avais pas d'alternative, et je me suis dit waouh, ok, en fait peut-être que je m'automédique depuis 8 ans comme ça, et que en fait, enfin bref, plein de choses qui sont passées dans ma tête, mais je suis pas forcément passé à l'action. Je me suis dit ouais, mais de toute façon, en ce moment je suis en train de mettre des trucs en place, j'essaye d'avancer, donc ça va le faire, pas besoin. Sauf que pas besoin, ok, j'arrive à rebondir, j'essaye de trouver un job, je trouve pas de job en CDI, donc je m'inscris dans un master de marketing, on me prend un master 2 j'arrive à négocier qu'on me prenne en master 2 directement parce que bon, je vais pas refaire des études 1000 ans. Je trouve une alternance, comme ça je coûte moins cher et j'arrive à trouver un job et peut me refaire une santé financière. Je trouve un premier job, je suis viré au bout de 3 semaines. Ok, cool. Je pensais que c'était réglé, tout le monde était content que j'ai enfin un job et je me fais virer, bon cool. J'ai la chance d'avoir un plan B, donc je vais dans ce plan B qui a beaucoup d'avantages par rapport au premier job A, un job de création de contenu sur des sujets qui m'intéressent, du management, de la psychologie, j'écris, je crée, mon manager est top, je suis à distance, je peux bosser de Nice alors qu'il est à Paris, enfin, le cadre est parfait, le sujet est parfait, je suis bien payé, parce qu'en plus je suis vieux, donc je suis un alternant bien payé, enfin, tout va bien. Et en fait, tout va pas bien. Parce que je procrastine, j'arrive pas à être constant dans mes efforts, j'arrive pas à rester motivé, je me remets en question tout le temps, je suis pas sécure, voilà. Donc ça c'était en octobre 2022. Et en fait quand ça a commencé à continuer et que les choses s'arrangeaient pas, je me dis non mais il y a un truc qui cloche quoi. Et donc c'est là que je suis revenu à cette idée du TDAH, du traitement. Et je me dis, en fait, faut que je creuse la piste, faut que j'en ai le cœur net. En fait, au moins, je sais si c'est le cas ou pas, mais au moins, j'élimine des possibilités et j'avance. Donc, j'ai demandé à mon médecin. À l'époque, je pensais que le médecin généraliste devait faire une lettre d'adressage. Donc, j'ai vu avec mon médecin généraliste qui m'a recommandé des noms parce que sa femme était psychiatre. Donc, je savais que potentiellement, voilà. J'ai eu la chance de trouver un rendez-vous dans les 3 semaines avec un mec au top qui est toujours mon psychiatre aujourd'hui et que je recommande à plein de gens parce qu'il fait aussi des visios. Et ouais, TDAH validé, il m'a vu, c'est TDAH évident quoi, qui a compensé, qui fume pour compenser derrière, qui machin, l'archétype. Et donc en fait, j'ai eu le diagnostic, j'ai eu le traitement, j'ai essayé le traitement, je me dis waouh, ok, en fait ça marche maintenant, j'arrive à travailler, j'arrive à faire des trucs, mon cerveau part plus en live. Et puis en fait, c'est là qu'on commence, au lieu de faire des petits châteaux et à chaque fois de les détruire, ben là j'ai commencé à poser des briques. Et puis là, ça fait 1 an et demi que je pose des briques et je commence à avoir un truc qui a une tronche de maison. Et puis je me dis, ah ben cool, maintenant en fait que j'ai une petite maison, ben je pourrais faire un truc un peu plus stylé. Et c'est la dynamique dans laquelle je suis aujourd'hui et j'arrive à me projeter. Et un truc marrant que j'ai remarqué très récemment, sur lequel j'ai pas communiqué encore, c'est que je ressens aussi que le traitement est de moins en moins nécessaire. Parce que maintenant que j'ai créé cette structure-là autour de moi, et ben en fait j'arrive à bosser, il y a des journées où j'arrive à bosser sans traitement, donc je continue de prendre le traitement parce que pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour d'arrêter, mais je sais que je peux faire une journée sans traitement et ça fonctionne aussi. Je me dis waouh, c'est dingue, la plasticité neuronale fait son job, je commence à mettre en place des trucs et cette inquiétude que j'avais à la base de remplacer une addiction par une autre et de jamais pouvoir me passer des médicaments, je savais, enfin mon psychiatre m'avait expliqué que ça marchait pas comme ça et je commence à sentir que ben ouais en fait il se passe des vrais trucs et tu peux vraiment compenser les difficultés quand tu poses ce vrai cadre-là. Et on en reviendra là-dessus plus tard, mais c'est ce qui m'a un peu mené à ce que je fais maintenant, le message que j'essaie de porter et comment j'essaie d'accompagner les personnes que j'aide à mettre en place ces choses-là aussi, quoi. La médication, c'est pas suffisant. Ça apprend pas de compétences en fait. Ça aide à se focus, mais ça apprend pas de choses à côté. Dans le consensus scientifique sur le TDAH, il doit y avoir médication, prendre la médication, mais qu'il y ait aussi à côté un accompagnement psychothérapeutique
Et en plus, selon tes activités, ce que tu proposes, toi, c'est un coaching qui permet d'améliorer ta manière de t'organiser si tu veux être un entrepreneur, justement. Médication, vaste sujet. Déjà, disclaimer, je suis pas professionnel de santé, je suis pas psychiatre, je suis pas psychothérapeute, je suis rien du tout. Donc, tout ce que je dis, on ne prend aucune décision suite à ce que je dis. On va voir quelqu'un, médecin G, psychiatre idéalement, psychologue à la limite. Mais voilà, donc ça, c'est important. Maintenant que ça c'est dit. Médication, en fait, c'est juste que moi, médication, la version simple du truc, c'est si on a l'opportunité de l'avoir, parce qu'on est diagnostiqué, qu'on a fait le parcours avec un psychiatre, qu'on a confiance en lui, etc., on teste. On voit, ça marche pas, mais au moins, on essaye. Moi, c'est un petit peu ce qui a changé dans mon état d'esprit en commençant à entreprendre, c'est qu'au lieu d'imaginer les choses et de réfléchir, en fait, juste on essaye et on voit ce qui se passe. Ce qui est déjà pas évident pour un bon nombre de personnes, tu vois. Donc, je dis, déjà, teste, et on voit. Après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est quelque chose qui s'ajuste, il y a différentes formulations, il y a différents machins, donc ça, c'est l'importance du psychiatre, d'avoir confiance en le psychiatre, d'avoir un psychiatre qui est compétent aussi, parce que pas tous les psychiatres même sont compétents sur le sujet du métier de phénidate, en tout cas en France. Mais je me permets de te couper, c'est que c'est vrai, dans la formulation, dans la posologie, c'est ça que je trouve étonnant et que les gens ne savent pas forcément au niveau de la médication pour le TDAH. C'est toi qui l'as fait autant que la personne qui te suit. Et il va pas te dire tu dois prendre ça et ça 2 fois par jour à tel moment. C'est toi qui t'adapte en fonction de ce qui se passe, de comment tu vois évoluer les choses Ça, en fait, c'est super compliqué parce que ça rejoint une dimension qui est bien spécifique au métier de psychiatre. En fait, c'est la dimension scientifique versus la dimension un peu incarnée du truc. C'est-à-dire qu'on prescrit la médication, on sait les bonnes pratiques et on a un certain regard dessus, versus quelqu'un qui prend la médication, qui a essayé et qui peut aussi donner un autre type d'astuce par rapport à ça. Moi, c'est pas quelque chose sur lequel je communique, mais je sais que des personnes en privé, en tout cas, des personnes que j'ai orientées vers le diagnostic, qui derrière me posent des questions par rapport à la médication. Surtout à l'époque où en fait j'orientais pas vers mon psychiatre mais vers d'autres personnes que je connaissais moins. En fait derrière je faisais le job où il me posait des questions sur la médication, sur les trucs et je suis en mode mais je sais pas, ton psychiatre il t'a pas dit ça? Non, il m'a juste dit prends, essaye et tu vois. Donc moi je dis ok, essaye le matin, essaye machin, fais attention à pas le prendre après telle heure parce qu'en fait ça dure tant de temps, machin, essaie de bien observer ton comportement, tiens un journal, note les choses, note les dosages, note les effets juste pendant 3 semaines histoire d'avoir une base. Mais je me suis dit, c'est pas normal que ce soit moi qui fasse ce job-là, en fait. C'est un peu le job des pères aidants, maintenant. Il y a le boom de la père aidance. C'est-à-dire des personnes qui sont atteintes du même trouble, de la même pathologie, qui ont vécu certaines thérapies ou certaines médications et qui aident les autres en leur faisant part de leur expérience sans pour autant que ça remplace effectivement l'expertise du médecin, du psychiatre, du psychologue. Ça t'a pas intéressé cette option de faire père aidant? Parce que je sais que c'est pas forcément un job, ça peut être aussi du bénévolat. En fait, l'idée m'est pas venue en tant que telle. Enfin, le concept de père aidance m'est pas venu en tant que tel. Mais en fait, c'est quelque chose que je fais, par exemple, dans mes contenus ou quand je partage mon expérience. En fait, je le partage à grande échelle, ce qui est en plus beaucoup plus utile à mon sens. Et puis derrière, dans le cadre de mes accompagnements, vu que j'accompagne des personnes TDAH, je pose la question de la médication. Je veux savoir est-ce qu'il y a un traitement, comment ça se passe, c'est des choses à prendre en compte. Et en fait, moi, j'oriente en disant, peut-être pose cette question-là à ton psychiatre, peut-être vois par là. Mais en fait, je l'intègre comme ça, plus que d'en faire une brique indépendante du reste. Mais en tout cas, sur le sujet de la médication, il faut essayer. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins. C'est très individuel, mais en tout cas, il faut essayer si on a l'opportunité de l'essayer en passant par le parcours diagnostic tel qu'il est recommandé aujourd'hui à l'heure actuelle. Et en fait, moi, la médication, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est pour ça que moi, j'en parle. J'essaie de détabouiser le truc parce qu'en soi, la médication, ok, le format, c'est un médicament, mais en fait, c'est juste prendre une molécule qui aide, en fait. Mais je veux dire, la caféine, c'est une molécule. La nicotine, c'est une molécule. Au bout d'un moment, pas tout le monde a fait de la chimie, donc voilà. Mais je veux dire, tout est des molécules. Donc, même si on dit une solution naturelle, pas naturelle, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, il y a pas de... C'est pas ça la question, en fait. C'est pas la question de naturel, pas naturel, c'est ce qui marche pas, et ce qu'on sait qui est dangereux, pas dangereux. Mais va manger du laurier rose, et on en reparle, en fait, c'est super naturel, et c'est pas bon du tout, il y a des trucs qui sont pas naturels,
il y a des vrais sujets de sensibilisation, etc., quoi. Oui, oui. Et puis, comme tu disais, le cannabis, c'est naturel. Enfin, il y a certains cannabis qui sont de moins en moins naturels. mais effectivement, enfin, au bout d'un moment, il y a des effets secondaires. Et puis, ça fait pas c'est pas le même but. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans la composition musicale. Ça me permettait de rester en face des ordinateurs, des machines et tout ça, et de pouvoir composer. Ben ça c'est un vrai point. Il y a aussi l'aspect anxiété, c'est qu'au début le cannabis a un effet anxiolytique, c'est-à-dire qu'une fois que le cerveau il est plus occupé à inhiber des pensées anxieuses, ben en fait on libère la possibilité d'être créatif, de faire des choses intéressantes. Et sauf que à terme, ben, il y a des effets négatifs, etc. Et les Grecs, ça fait 2000 ans qu'ils ont compris le principe du pharmacone. En fait, le pharmacone c'est un mot qui dit à la fois le remède et le poison. En fait, l'enjeu, c'est comment on utilise le truc. C'est comme l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça peut être une solution super pour quelqu'un, tout comme ça peut être une solution horrible pour une autre. Si on a une famille, qu'on est parent solo, qu'on a machin, il faut surtout pas quitter son job et se reconvertir dans l'entrepreneuriat. C'est super dangereux. Tu parles pour moi, là, en fait. Donc. Non, mais il y a plein de situations. C'est très contextuel, c'est très situationnel, et les gens ont du mal avec l'incertitude. Donc en fait, oui, le médicament, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, on sait pas trop. Les psychiatres, des fois, ils disent A, un autre psychiatre va dire B. Ok, en fait, qui on croit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est difficile de naviguer là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a cet enjeu, de comme ce que tu fais, comme ce que je fais, de vulgarisation, de partage de connaissances, d'essayer de donner des pistes et d'essayer de comprendre de quoi on parle exactement. La médication, moi, j'ai la chance d'avoir fait, j'ai pas fait des études scientifiques à la base, mais quand j'ai fait médecine, pour le coup, j'ai vraiment repris les bases. Donc maintenant je sais comment ça fonctionne une molécule, je sais ce qui se passe exactement dans le cerveau, et je me dis oui en fait go quoi, c'est ciblé, ça marche, on bloque juste un récepteur, ça permet de faire ça, cool en fait. Et puis il y a des études, je vais pas mourir, ça se passe bien, mais il y a un enjeu de connaissance, donc savoir de quoi on parle et voilà, et il y a un enjeu d'action, genre essaye. En plus, tu as la chance, c'est une molécule qui, ça agit instantanément. Donc, en fait, tu vas voir directement ce qui se passe. La première fois que je l'ai pris, j'étais sur mon tel, et puis d'un coup, je me dis, tiens, si j'allais bosser, j'ai même plus envie d'être sur mon tel, je fais mes trucs. Et j'ai abattu les 10 tâches qui traînaient en 1h30, et je me suis dit, waouh, en fait, ok, j'ai compris. Tu vois, c'est le moment là où j'ai dit, ok, d'accord. J'ai compris. C'est exactement la question que j'allais te poser. Est-ce que la première fois, ça t'a fait effectivement comme à Jessica et comme à moi, c'est-à-dire d'un seul coup, tu te dis, ah bon, mais c'est ça, en fait, fonctionner? Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Parce que, enfin, en plus, c'était marrant parce que, après, ça, c'est des trucs, mais il y a que certaines personnes qui peuvent le comprendre. C'est les personnes qui ont déjà essayé des substances, en fait. Parce que, moi, j'avais ce truc j'ai pris ma gélule. Alors, déjà, on m'avait mal dosé, c'était des gélules de 20. Enfin non, je sais même plus ce que c'était. Bref, je me souviens que j'avais ouvert la gélule, j'avais à peu près divisé par 2 les granulés, j'avais refermé, donc j'avais fait un dosage à peu près approximatif. Et dans ma tête, c'était ça va prendre 1 heure et demie à agir. Et en fait, en 15 minutes, ça a commencé à faire effet. Chose que je m'attendais pas. Alors que des fois, à l'inverse, on peut prendre quelque chose, on se dit en fait, ça fait rien, et puis on reprend, et à la fin, on se fait assommer la tronche parce que en fait, on était juste pas assez patient. C'est le piège. Ça, c'est le piège. Et en fait, d'être à l'écoute de son corps et de son ressenti, je pense que ça dépend d'une personne, par exemple, qui a jamais fumé ou qui juste boit de l'alcool, des choses comme ça, va pas avoir ce réflexe entre prendre quelque chose et puis écouter son corps, voir comment ça se passe. Enfin, il y a un peu ça avec l'alcool, mais c'est beaucoup plus direct quand on prend un shot et puis on est bourré, puis on est habitué, enfin, on est entraîné à ça, entre guillemets, socialement. Mais moi, j'ai réussi à le percevoir vite. Il y a des gens, ils perçoivent pas cette différence. Ils s'en rendent pas vraiment compte explicitement. C'est aussi un muscle qui s'entraîne, je pense, de se percevoir avec versus sans, de travailler là-dessus. C'est super, super intéressant. J'avais jamais vu les choses de ce côté-là. Et c'est vrai que moi, vu mon passé de teufeur, je vois un peu ces analogies, effectivement. Et que c'est pour ça que moi aussi, je l'ai interprété de cette manière. Je suppose que tout le monde commence par la Ritaline, c'est-à-dire la version qui est active en une demi-heure, je crois, et qui agit 4 heures, pour ensuite passer à d'autres versions si on en a besoin, qui sont à libération prolongée, qui sont moins fortes. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, comparé à d'autres substances que j'ai pu essayer ou utiliser par le passé, vraiment, je pense que, en tout cas le Concerta pour moi,
plus que la Ritaline, c'est quelque chose qui a vraiment un rapport avec l'efficacité et le fait de t'y mettre. Et comme tu dis, quelquefois, tu t'aperçois que tu as fait l'enchaînement de trucs que tu avais à faire, alors que autrefois, tu aurais fait le tour de ta maison à cloche-pied, t'aurais nettoyé les murs, t'aurais fait n'importe quoi, alors que là, t'as tout enchaîné, en fait. Bah là, il y a deux sujets intéressants que tu dis et je rebondis et je boucle sur l'aspect comparaison avec les autres substances. Je pense qu'il y a un truc qui fait qu'il y a pas beaucoup on parle pas beaucoup de ça, parce que je pense que beaucoup de gens font très très attention à pas créer d'amalgame entre les deux. Sauf que on crée pas d'amalgame je pense déjà pour pas faire peur aux parents, parce que pareil, un parent qui a un enfant TDAH, sauf curieux, mais c'est une minorité, il va pas essayer le truc avant d'en passer à son enfant, donc il y a beaucoup d'inconnus là-dedans et on a peur, et donc je veux dire, en tant que professionnel de santé, il faut rassurer en disant ça a rien à voir, vous inquiétez pas, etc. Sauf que nous qui sommes adultes, qui sommes censés, moi je sais que une des premières réflexions que je me suis faite quand j'ai pris un Ritaline, c'est putain cool, en fait j'ai les effets que je voulais, qui m'aidaient avec le cannabis, sans tous les effets négatifs qui me saoulaient, du genre avoir l'air bête, du genre avoir faim, du genre être une loque. J'avais juste cet effet contrôle émotionnel, focus, de manière très ciblée, sans tous les trucs négatifs. Enfin, je vais pas aller au travail défoncer quoi. C'est pas optimal. Puis en plus, des fois, on est un peu parano, enfin, il y a plein de trucs négatifs. Alors que là, j'avais juste les effets positifs. On peut être même beaucoup. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas continué le cannabis. Ça a augmenté mon anxiété et ma paranoïa. En fait, au début, ça l'a réduit, et puis à un moment donné, les effets négatifs reviennent, et c'est limite pire qu'avant. Et vu qu'on a le réflexe, limite, enfin, moi, j'avais un moment où j'étais dans une boucle de, si je fume pas, je suis pas bien. Si je fume, je suis pas bien. Quoi qu'il arrive, je suis pas bien. Ça, c'était pas une bonne période. Mais il y a quand même des liens à faire. Ça reste des substances psychoactives. Il y a des mécanismes cérébraux, quand on les regarde dans le détail, qui sont quand même très similaires, et aussi très différents. L'avantage de la Ritaline, c'est juste que c'est extrêmement ciblé. C'est juste, et je crois que c'est une des rares molécules psychiatriques qui est aussi ciblée que ça. Donc, enfin, je veux dire, ça fait 70 ans que ça existe. Il y a un type qui, de manière random, a synthétisé ça, a essayé, l'a fait tester à sa femme Rita, enfin Marguerite, alias Rita, et ça marchait. Il l'a appelé Ritaline, c'est super mignon. Un Italien en Suisse, dans les années 40, il synthétise, il le teste sur lui, il trouve pas ça ouf. Il le fait tester à sa femme, et donc Margherita, vu que c'était une Italienne, qu'il appelait Rita. Et elle lui dit, ah ouais, non, c'est trop bien, quand je joue au tennis, je suis beaucoup plus focus, beaucoup plus efficace. Donc il appelle ça Ritaline, c'est comme sa femme. Et bon, il a fallu attendre 10 ans avant que ça commence à être commercialisé, trouver un usage, mais c'est juste le hasard des choses, quoi. Et moi, je trouve que c'est bête de se priver de choses qui marchent si ça aide. Je veux dire, il y a pas de récompense à la fin si t'as pas utilisé des choses qui t'aident, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas à part l'ego, quoi. Juste de dire, ah bah oui, j'arrive, mais je souffre seul. Bah non, en fait, c'est un truc qui rend les choses plus faciles. Tu peux trouver d'autres moyens de souffrir et d'autres moyens plus productifs de souffrir. Par exemple, comme moi, construire une boîte, c'est dur, c'est du challenge, mais je préfère souffrir là-dessus que de souffrir sur mon canapé à pas savoir quoi faire de ma vie et scroller des vidéos YouTube, en fait. Et je dis pas que scroller des vidéos YouTube, c'est négatif, il y a plein de choses à apprendre, mais quand on a envie de faire un truc et qu'on n'arrive pas à le faire, pour moi, c'est la pire sorte de souffrance, en fait. Et s'il y a un truc qui aide, moi, j'ai pas d'ego là-dessus, go, quoi, en fait. Et en plus, il y a mon psychiatre qui m'accompagne tous les mois. Enfin, c'est pas sauvage. Exactement. C'est pas sauvage. Mais alors, par contre, comme tu dis, nous, on est adultes. Je sais pas, si ça se trouve, ça va être l'épisode le plus censuré de la... Tu vas être démonétisé. Et voilà. Est-ce que tu te vois, parce que c'est une question que je me suis posée, moi, parce que moi, je suis de la même promo TDAH que toi, je suis de 2022, donc j'ai commencé la Ritaline juste après, et ensuite le Concerta. Est-ce que tu te serais vu à, j'en sais rien, 8 ans, prendre de la Ritaline ou du Concerta? Vu les effets que ça fait, c'est-à-dire, effectivement, ça n'est pas du tout ni le cannabis, ni je sais pas quoi, mais effectivement, ça fait quelque chose et on le sent, on le sait, on le voit. Je me suis posé la question au début et en fait, j'ai pas de réponse satisfaisante. Et l'intuition que j'ai, c'est que ça aurait amené du positif, mais je pense que ça aurait amené quasiment autant de négatif que de positif. Donc finalement, ça aurait été kiff-kiff, dans le sens où que ça m'aurait peut-être aidé à focus, mais le fait de devoir prendre un traitement enfant, de pas trop comprendre, pour le coup, c'est vraiment une marque qui rend différent. Je sais pas comment je l'aurais vécu, mais je pense pas que je l'aurais vécu comme aujourd'hui, avec les expériences que j'ai pu avoir en amont qui m'ont mené sur ce chemin-là. Donc
En fait, vraiment, le TDAH chez les enfants, c'est vraiment un sujet qui me dépasse totalement, en fait. J'ai aucun avis là-dessus, j'ai aucun avis, vraiment. Pour moi, c'est deux mondes différents, en fait. TDAH chez les adultes, TDAH chez les enfants. Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Très bien. Je te comprends très bien, puisque de toute manière, le TDAH en tant que tel, de toute manière, il est différent chez les enfants que chez les adultes, je pense. À part moi, je connais très peu d'adultes qui sautent de partout en parlant. Mais c'est une bonne question, en tout cas, et on se pose la question. Dans tous les cas, la question nous traverse. Ah putain, si j'avais eu ça avant. Mais en fait, c'est pas une façon productive d'utiliser son énergie mentale, de réfléchir à des scénarios alternatifs. C'est plus, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que j'en fais? Et je me focus sur après. Enfin, on peut y réfléchir un petit peu au début parce que la pensée nous traverse l'esprit, mais de pas rester bloqué dessus parce que je pense qu'il y a des gens, notamment des adultes pour le coup que j'ai pu rencontrer, qui ont une phase longue de deuil par rapport à ça, d'opportunités manquées, moi j'ai de la chance, j'ai été diagnostiqué tôt entre guillemets, j'ai 26 ans, ça va. Mais quand t'es diagnostiqué à 45 ans, que tu t'es tapé 2 divorces, 2 machins, et que tu dis en fait c'était lié au TDAH, tu dis bah en fait merde quoi. Carrément. Mais carrément, c'est effectivement, je comprends qu'il y ait plein de gens qui se soient dit, oh là là, mais tout ce que j'aurais pu faire si on me l'avait dit avant, quoi. Et d'où l'importance d'être bien accompagné à ce moment-là, en fait. Pour moi, le moment du diagnostic, c'est un moment ultra important. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pré-diagnostic, que je rentre vers le diag et on reste en contact et on discute parce que l'enjeu, c'est quelle est l'histoire que tu te racontes, en fait. Est-ce que c'est une histoire de regret par rapport à des opportunités ratées? Ou est-ce que c'est une histoire d'espoir par rapport à toutes les possibilités que ça t'ouvre maintenant? Genre, imagine-toi, dans 20 ans, tu te fais diagnostiquer dans 20 ans, et en fait, non, t'es pas diagnostiqué dans 20 ans, t'es diagnostiqué aujourd'hui. Regarde toutes les portes que ça t'ouvre. Et c'est des fois, selon son tempérament, selon sa personnalité, selon ses prédispositions, on peut rester bloqué dans cette boucle de pensée. Et elle amène dans des endroits où il faut pas aller chercher trop loin, parce que sinon on reste bloqué dessus, et c'est comme les gens... il y a plein de gens qui ont ça. Par exemple, je sais pas, des gens qui ont raté l'opportunité d'investir dans du Bitcoin et qui m'ont dit ah mais si j'avais fait ça, je serais devenu riche. En plus, j'en avais acheté un petit peu, mais je l'ai revendu. Non, on devient fou si on reste bloqué là-dessus. Et c'est beaucoup plus commun que ce qu'on croit ces choses-là. Hein. Et je pense que, enfin, s'il y a des auditeurs d'ailleurs qui nous écoutent et qui sont dans cette période-là, passez par cette phase de digestion, mais regardez tout ce que ça ouvre derrière, et si vous voyez pas ce que ça ouvre, demandez de l'aide, un thérapeute, un psychiatre, un coach, un message, vous envoyez un message à Raph, n'importe quoi, mais restez pas seul avec cette boucle de pensée. Il faut la casser, il faut aller ailleurs, et on est des animaux sociaux, et c'est en discutant avec d'autres personnes qu'on ouvre les trucs. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Et excuse-moi, mais on sent bien l'influence de la philosophie dans tout ce que tu dis, et c'est vraiment génial. Mais tu as toujours eu cette manière de parler posée, ou c'est l'effet de la Ritaline? Ah, alors ça, je me rends compte récemment. Parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Mais je rêverais d'avoir ta manière de parler. Merci déjà. Ça fait plaisir, surtout que je viens de lancer un podcast solo il y a une semaine, et j'ai des bons retours. Mais je pense qu'il y a un effet Ritaline. Mais après, j'ai pas de avec ou sans. Faudrait que je teste avec versus sans. Je m'entraîne beaucoup là-dessus. Et ça, pour le coup, c'est la philo. Tu l'as bien identifié en fait, parce que quand tu rentres en licence de philo, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui regrettent de jamais avoir tenté philo. Qui disent bah non, moi je suis en école de commerce, je suis en école d'ingénieur. Donc moi je vous dis, si vous allez en fac de philo, en fait, ce qu'on va vous dire en première année, c'est en fait en termes de débouchés, vous aurez rien à part prof. Le bonus que vous aurez, c'est que vous saurez bien écrire et vous saurez bien articuler votre pensée. Et en vrai, c'est des compétences qui sont ultra sous-cotées. Parce que bien écrire, c'est bien structurer sa pensée, c'est avoir une pensée qui devient de plus en plus sophistiquée, de plus en plus claire. Et quand on a une idée, on arrive à la transmettre clairement. Je pense que arriver à transmettre une idée clairement, c'est peu importe le métier qu'on fait, c'est ultra important. Et comme tout, c'est quelque chose aussi qui s'apprend, tu vois. Donc là, tu me dis, ah, je suis impressionné, j'aimerais trop, mais en vrai, c'est, tu vois, avec ce que tu fais, je pense que déjà, t'as gagné en niveau par rapport à comment t'étais avant, et c'est quelque chose qui s'entraîne. Et le conseil que j'ai à donner, si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est pour parler clairement, il faut pas s'entraîner à parler, il faut s'entraîner à écrire. Et écrire, c'est dur, mais en fait, c'est normal. C'est comme si vous me dites, ah, je veux être musclé. Ah bah pour être musclé, tu vas devoir aller à la salle de sport soulever. Ah mais soulever des haltères, c'est dur, ça fait mal. Oui, mais en fait, c'est le principe en fait. C'est normal, ça fait partie du processus. Et écrire, ça change tout. Donc écrivez. Au début, vous écrivez 3 secondes parce que ça va vous saouler, mais
prenez l'habitude de noter vos pensées, de tenter des trucs. Il y a que en écrivant que la pensée se développe et que derrière on est clair. Tous les trucs que je raconte là, c'est juste que j'ai écrit 28 newsletters derrière et que j'ai mis au clair plein de trucs. Et en fait, c'est normal que derrière ce soit clair, tu vois. Et puis je discute avec plein de gens et puis j'apprends plein de trucs. Mais c'est pas des compétences innées et il faut faire attention à pas idéaliser des gens qui font des trucs stylés parce que souvent c'est juste qu'ils se sont plus entraînés que toi. Donc juste commence à t'entraîner et tu peux le faire aussi. Et ça, c'est super important dans les valeurs que je véhicule, de dire genre, reste pas dans l'admiration de dire je suis tellement pas bien par rapport. Non, c'est tu veux faire comme ça, et ben en fait tu peux être comme ça. Et moi-même, et on va pouvoir faire la transition là-dessus, dans mon accompagnement, dans ce que je vends aujourd'hui, je joue là-dessus. En fait, tu vois, j'ai un TDAH, j'ai galéré, machin, là j'arrive à faire des trucs. Si tu veux, je peux t'aider à faire des trucs en fait, parce que c'est pas un génie inné en fait, c'est des trucs qui s'apprennent, il faut des méthodes, des machins. Et je trouve que c'est important de tirer les gens vers le haut avec soi, tu vois, parce que si tout le monde faisait ça, je pense que ce serait assez stylé, tu vois, le monde dans lequel on habite. Et moi, je suis un optimiste fondamentalement, donc c'est important pour moi de croire en ça et d'incarner ça au maximum. Écoute, on est deux optimistes en tout cas là pour cet épisode. Donc tu as tout ce coaching à direction des entrepreneurs qui sont TDAH. Donc est-ce que tu pourrais préciser tout ça et parler de cette idée que tu mets en avant qu'il y aurait 30% des entrepreneurs qui auraient un TDAH, ce qui est plus que la moyenne de la population générale. D'où tu sors ce chiffre, si jamais tu t'en rappelles, et pourquoi à ton avis? Donc ça fait 60 questions que je t'ai posées à une seule. Désolé. Non mais t'inquiète. Alors, par rapport à cette question des entrepreneurs TDAH, c'est tiré d'une étude, alors j'ai plus le nom mais on pourra le mettre en description, j'ai l'étude sous la main, où en fait les TDAH sont surreprésentés chez les entrepreneurs. Et je pense que c'est dû à plusieurs choses. Déjà, l'étude, il faut creuser. Je veux dire, l'étude, les études scientifiques, en vrai, plus on les regarde dans le détail, plus on se rend compte qu'on sait pas grand-chose. C'est juste de la connaissance à l'instant T. Mais en tout cas, je trouve que le truc est intéressant parce qu'elle confirme une intuition que j'avais en disant que la façon de travailler d'un entrepreneur correspond bien au profil TDAH. Par exemple, ça a été mon appétence de base quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Sans savoir que j'avais un TDAH, ce fit qu'il y a eu entre le métier de l'entrepreneur et les caractéristiques d'une personne TDAH. Pour le répondre à la question, on va rester sur une définition basique de l'entrepreneur comme quelqu'un qui est à son compte, parce qu'en fait, rien que ça dénote pas mal de choses intéressantes par rapport au profil TDAH. Souvent, on a envie de faire les trucs à sa sauce. On a envie d'aller vite, on a envie d'apprendre plein de choses et on a besoin de nouveautés, on a besoin d'adrénaline et de dopamine, qui sont littéralement les deux neurotransmetteurs dont la médication augmente la concentration. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des trucs qui sont super intéressants par rapport à ça. Et en fait, on peut rejoindre l'entrepreneuriat comme je le vois aujourd'hui dans le business de l'accompagnement. En fait, pour moi, ça se cristallise parfaitement là-dedans pour 4 raisons. Il y a 4 points qui font que l'entrepreneuriat, ça fonctionne super bien pour nous. C'est que déjà, on a une variété de projets. Quand j'accompagne des personnes, j'accompagne de nouvelles personnes, puis à un moment donné, ça s'arrête et j'en ai des nouvelles. Et à chaque fois, c'est des nouveaux projets, des nouvelles personnes à connaître, des nouveaux challenges. Ça, c'est super stimulant. La deuxième chose, c'est le fait de faire plein de choses différentes dans son job. On doit à la fois être un bon dans son accompagnement, mais on doit aussi apprendre des choses en marketing, apprendre des choses en vente. Et si on est vraiment curieux, on peut aller plus loin que ça. Moi, je retrouve des livres de philo, là, qui me servent enfin dans le cadre de mon activité. Mais des trucs genre perchés, genre ultra perchés. Et je trouve ça fou que ça me serve vraiment, qu'il y ait une vraie utilité derrière dans un contenu que je produis ou dans une réflexion que je peux avoir ou dans quelque chose que je peux dire à quelqu'un que j'accompagne pour le motiver ou pour je trouve ça dingue. Donc si on est curieux et qu'on a plein de domaines de compétences différents, c'est un super moyen de le cristalliser. Troisième point, c'est le fait dans le cadre de la stratégie de contenu, donc quand la création de contenu organique, donc pas des pubs, des contenus qu'on crée naturellement entre guillemets, on le met face à un public. Mais quand on le met face à un public, on a des retours du public et la satisfaction que ça crée d'avoir les retours émotionnels d'un public face à ce qu'on crée, face à ce qu'on partage de soi, c'est une source de motivation incroyable. C'est pour ça qu'il y a plein de, je pense, de TDAH aussi chez les artistes. Le fait de partager son œuvre et d'avoir des retours et d'avoir du machin, ça motive à fond plutôt que de rester dans son coin et de rien montrer. Troisième point. Et dernier point, c'est le fait d'essayer de résoudre une énigme. Il y a toujours le fait de résoudre une énigme, ça nous motive à aller plus loin, à s'approcher de quelque chose en se disant ah putain je sens qu'il y a un truc, et ça nous motive alors que sinon on passe en boucle sur notre pensée et on bouge plus.
Et c'est super important de résoudre une énigme à la fois pour soi. Moi, j'ai essayé de résoudre ma propre énigme. J'en ai déjà parlé de ça. J'aime bien ce concept, d'essayer de me comprendre, genre pourquoi je suis comme je suis, pourquoi je suis pas dans le moule classique. Et ensuite d'avoir des gens qui demandent de l'aide et de les aider eux-mêmes à résoudre leur propre énigme. Et en fait, résoudre une énigme, c'est raconter une histoire, en fait. C'est raconter l'histoire la plus aidante pour soi. Ça fait où tu es, d'où tu viens et où est-ce que tu veux aller et comment tu vas aller là où tu veux et je vais te montrer que c'est possible. Et ça, c'est super comme histoire. Versus, non, mais en fait, je suis comme je suis nul et donc j'arriverai jamais à rien. Selon l'histoire qu'on choisit de croire, et c'est facile de croire en l'une ou de croire en l'autre, la réalité du monde dans lequel on vit, dans lequel je vais vivre, mon monde va pas être le même. Donc résoudre l'énigme, c'est important. Et en fait, dans l'entrepreneuriat tel que je le conçois aujourd'hui, il y a ces 4 caractéristiques-là. Et donc ça fait que ça marche de fou et qu'il y a plein de gens qui sont même pas forcément diagnostiqués, mais qui rentrent dans les cases du TDAH, qui sont des entrepreneurs. Je veux dire, à partir du moment où le TDAH pose pas de problème et qu'on l'a mis quelque part où ça fonctionne, en fait, il y a pas de problème. Enfin, s'il y a pas de problème, il y a pas de problème. Une dernière composante par rapport à l'entrepreneuriat, et je finis là-dessus, c'est l'argent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès qui sont drivés par l'argent fondamentalement. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, j'arrive pas à être motivé par ça. Pour moi, c'est un peu trop petit. Mais il y en a qui y arrivent et je les juge pas. En vrai, c'est ok. Enfin, chacun fait sa soupe, quoi. Chacun fait son truc. Mais l'argent, c'est un super source de dopamine parce que c'est la manière la plus évidente de gamifier sa vie, c'est-à-dire de transformer sa vie en jeu. Parce qu'on a un chiffre qui nous appartient et qui augmente. Comme dans un jeu vidéo. Le but d'un jeu vidéo, c'est d'augmenter en points d'expérience, d'augmenter en niveau. L'argent sur un compte, c'est la seule métrique, à part le poids peut-être. C'est pas une métrique qui s'optimise. L'argent, c'est un truc qui peut grimper à l'infini. Donc quand on reste là-dedans, enfin qu'on comprend que des actions qu'on fait peuvent maximiser ce chiffre-là, on peut aussi se faire happer dans l'entrepreneuriat et être drivé par ça. Et je connais plein de serial multi-entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent, qui sont diagnostiqués TDAH. J'ai déjà discuté avec des gens comme ça. Donc ça aussi, c'est une manière de résoudre le problème. Alors il y a d'autres problèmes qui arrivent derrière, mais certains problèmes au moins sont résolus et on a une certaine forme de sens et de mouvement dans la vie et c'est déjà une bonne partie du problème de l'existence qui est réglée de se mettre en mouvement, quoi. Et donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui ? Oui. En fait, je vais rebondir sur une question que tu m'as posée au tout début, qui était très intéressante, sur l'image du coaching en fait aujourd'hui, qui est un petit peu dénaturée, qui est un petit peu des fois négative même. Moi déjà, ce que je fais, j'ai longtemps réfléchi aux mots que j'emploie, parce que les mots sont importants. J'appelle pas ça du coaching à proprement parler, parce que le coaching, c'est quelque chose c'est pas une profession réglementée dans la loi, mais c'est une profession qui a des certifications et qui a des manières d'être définies par exemple, les instituts internationaux du coaching, enfin la Fédération internationale du coaching, etc. C'est une manière très spécifique de faire. Moi, ce que je fais, c'est de l'accompagnement, et pour moi, l'accompagnement, c'est super utile comme mot parce que c'est un mot valise dans lequel je mets à la fois coaching, consulting, formation, même des fois des aspects pas franchement thérapeutiques, mais presque, où les gens me racontent des éléments d'histoire personnelle, faire sens d'événements du passé par rapport au présent. Enfin, pour moi, tout ça, ça s'alimente et ça sert à rien de créer des distinctions. Moi, j'utilise un petit peu de tout pour faire le truc à ma sauce, et le critère qui fait que je juge si c'est bien ou pas, c'est à quel point ça aide les personnes en face et à quel point ça les fait faire des trucs qui les font avancer. Moi, c'est mon seul critère de jugement. Je juge pas a priori sur la manière de définir, je juge sur ce que ça amène derrière. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise d'accompagnement. Donc, j'accompagne des gens, TDAH, à la base, entrepreneurs ou pas. J'avais aussi quelques salariés dans mes clients. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai quand même une écrasante majorité d'entrepreneurs et plus précisément une écrasante majorité de personnes qui travaillent dans l'accompagnement, donc qui sont, comme je disais tout à l'heure, coach, thérapeute, formateur, consultant, freelance, beaucoup de gens comme ça. Les préjugés par rapport au coaching, en fait, ça vient de plein d'endroits différents. En fait, c'est que d'une part, par exemple, moi qui viens de l'université et du milieu de la psychologie, les psychothérapeutes détestent les coachs parce qu'en fait, c'est tellement dur d'être psychothérapeute, la sélection est tellement dure qu'une fois qu'on a son titre de psychothérapeute et qu'on voit des gens qui se prétendent coach et qui n'ont pas besoin de diplôme, qui n'ont besoin de rien du tout, pour eux aussi faire des consultations, enfin, ils font la même chose, une consultation à l'heure, en gros, de manière basique,
je comprends que ça les fasse un petit peu grincer des dents. Après, de l'autre côté, tant que ça marche en soi. Excuse-moi de te couper, mais effectivement, c'est un peu la discussion qu'on a eue avec les deux autres coachs précédentes. J'ai l'impression, par contre, que du côté de certaines productions anglo-saxonnes, il y a beaucoup de thérapeutes qui n'hésitent pas à dire je fais du coaching. Il n'y a pas la même vision, c'est aussi peut-être un problème français. Mais c'est vrai que tu as raison, et beaucoup de thérapeutes en France disent moi je fais pas du coaching, alors que j'ai l'impression que les Américains, pour eux, ça les dérange pas. Je suis thérapeute, je suis coach, je suis ci, tout ça. Je pense que c'est une question des titres qui ont été protégés. Hein. Je pense qu'il y a un truc qui s'est joué à partir du moment où on a essayé de protéger le titre de psychothérapeute, et que du coup c'est devenu quelque chose à défendre, et que du coup quand toutes les autres appellations, psychopraticien, thérapeute tout court, machin, en fait tout le monde commence à se taper sur la tronche parce que en fait en soi fondamentalement je comprends, enfin dans l'idée je comprends, mais fondamentalement je comprends pas, mais tout le monde se tape dessus, moi j'ai l'impression, dans le milieu de l'accompagnement. Mais je pense que le problème, c'est pas le fait que les coachs existent ou le fait que les psychothérapeutes existent, machin, c'est le fait que les gens ne savent pas comment. En fait, c'est le problème que j'ai, c'est comment créer une offre, comment cibler des personnes. C'est juste que quand on cible du tout venant avec de la séance à l'heure, etc. C'est difficile d'en vivre. Les psychothérapeutes, ils se font arracher la tête avec des patients toute la journée pour être payés vraiment pas des sommes délirantes, alors qu'ils font un travail vraiment essentiel pour la société. Les coachs derrière, eux aussi, ils galèrent. Mais des fois, les psychologues, les psychothérapeutes, ils ragent parce que les coachs, des fois, ils font du coaching d'entreprise, donc en fait, ils sont très bien payés et ils comprennent pas, machin. Et bref, il y a une confusion énorme dans ce milieu-là. Ça, je pense le premier point, c'est ça. Et je pense que le deuxième point, c'est un petit peu tout ce qui est coach de coach. En fait, moi, j'ai un truc, c'est que Facebook, je traîne sur Facebook, c'est mon côté boomer, ça. Mais Facebook, l'algorithme Facebook vient de comprendre que je suis coach. Enfin, il vient de me mettre dans la catégorie coach. Et là, je commence à me faire target depuis une semaine par toutes les pubs de coach qui te vendent des formations pour trouver des clients et machin. J'ai l'impression d'avoir une armée de clones qui proposent tous la même chose. Et c'est effroyable. Genre vraiment, quand je vois ça, je me dis, mais attends, tous les coachs ou même tous les psys, parce que j'ai aussi, oui, il n'arrive pas à savoir si je suis coach ou psy, l'algorithme Facebook. Donc en fait, j'ai un peu de tout. Des fois, j'ai même des pubs de dentistes, tu vois. Je me dis, mais bien sûr que moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Enfin, qui achète ça? Je comprends même pas qui achète ça. L'aspect confiance, je comprends pas comment il se met. Enfin, comment il se manifeste là-dedans. Donc, j'imagine bien que du coup, les amalgames sont vite faits, surtout que derrière, c'est des formations qui sont vendues, c'est des trucs un peu à la chaîne, et qu'il y a une vraie défiance par rapport à ça. Moi, l'exemple le plus typique que j'ai eu, c'est que j'ai été invité sur un groupe privé de personnes neuroatypiques. J'ai présenté mon activité. Et il y a des gens qui ont pété un plomb en disant, ah, ça y est, les vendeurs de formation nous envahissent, machin. Et je suis en mode, ok, genre, marrant, déjà, je vends pas de formation, donc je comprends pas ce que tu dis. Et de l'autre, genre, pourquoi s'énerver? En fait, moi, je suis là, je fais mon truc, je fais mon business, je fais mon machin. Et je pense que le problème réside dans la dimension business du coaching, parce que le business, c'est un gros mot. Gagner de l'argent en aidant les autres, c'est un gros mot. Et il y a énormément de thérapeutes, je prends thérapeute au sens très large, enfin de professionnels de l'accompagnement, qui sont très mal à l'aise avec cette dissonance cognitive entre le fait d'avoir un métier où on aide les autres, on est profondément amené à les aider, et derrière de devoir en gagner de l'argent et de devoir en faire une activité économiquement rentable. Et ça, j'en parlais, c'était mon dernier sujet de podcast, donc j'ai parlé dessus à un moment, mais pour moi, c'est le sujet clé en fait. C'est pas forcément l'idée du coaching, c'est l'idée du rapport à l'argent. Et oui, moi j'essaie de faire du coaching, mais ça c'est une phrase qui fait rire tout le monde, mais tu payes pas ton loyer avec des cailloux tous les mois. Il y a bien de l'argent en jeu. Donc à un moment donné, c'est ce que je disais à mon psychiatre la semaine dernière, je pense qu'il y a beaucoup de gens, 70% de leurs problèmes sont résolus s'ils gagnent 2, 3, 4 000 euros par mois de manière stable. Il reste 25% de problèmes à résoudre, mais je pense qu'il y a plein de gens, juste le fait d'avoir un revenu stable sans faire un burn-out en bossant 50 heures par semaine dans un job intéressant, les 3/4 des problèmes sont résolus, tu vois. Et je pense que de refuser d'avoir cette conversation-là sur ce sujet, ça fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des dissonances cognitives, qui s'auto-sabotent derrière parce qu'ils osent pas se vendre, parce qu'ils osent pas faire des trucs, et qu'on se retrouve avec le métier le plus important, un des métiers les plus importants qui soit avec les médecins, les dentistes, les pompiers, etc. C'est les gens qui accompagnent les autres, qui n'arrivent pas à vivre à la hauteur de leur potentiel et à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire, parce que
ils arrivent pas à assumer cette casquette d'entrepreneur. Et ça, c'est ce que j'essaye de résoudre avec ce que je fais aujourd'hui, en fait. Et je suis en plein travail pour justement structurer une offre autour de ça, m'entourer de personnes qui m'aident à délivrer ça. Et je commence déjà à avoir des résultats qui sont super intéressants parce que, je peux avoir une hypnothérapeute de 50 ans, un peu plus, qui galère, et que maintenant elle arrive à faire des appels de vente, elle arrive à proposer une offre alignée avec ce qu'elle veut faire, avec une cible beaucoup plus précise, donc elle attire des clients beaucoup plus intéressants pour elle, en l'espace de quelques semaines. Et je me dis, voilà, en fait, c'est ça, quoi. Et puis derrière, de se dire, ok, il y a des difficultés, mais en fait, on peut essayer de travailler pour dépasser les difficultés et surtout se créer un écosystème adapté à comment on fonctionne. Ok, l'autorité de Gav. Alors, ok, c'est pas grave. Sois seul à la barre, gère ton truc. Première solution. Je veux pas bosser, j'ai pas une capacité de travail de 10 heures par jour. Déjà, spoiler, personne peut bosser 10 heures par jour. À moins que tu gagnes 100 000 euros par mois, je ne comprends pas pourquoi tu travailles 10 heures par jour. Genre, qu'est-ce que tu fais, en fait, concrètement? Je pige pas. Moi, j'ai 3 heures productives dans la journée et le reste du temps, je prends des appels. Les appels, ça me demande pas d'énergie particulière. Il y a beaucoup de choses à remettre en place. Là, aujourd'hui, j'accompagne une poignée de personnes. On est à peu près une quinzaine parce que le cœur de ce que je veux faire, c'est que ça marche. Je veux proposer un truc qui marche. Moi, c'est ma seul objectif. Vu que ça marche, j'essaye de le placer de manière intéressante et j'arrive à générer un chiffre d'affaires qui me permet de vivre bien, tu vois. Et le but, c'est comment je peux le développer pour aider de plus en plus de personnes. Mais ma motivation, c'est pas l'argent. Ma motivation, c'est faire un truc qui marche. Et si je fais un truc qui marche, nécessairement, le marché fait en sorte que la valeur que tu crées se matérialise dans de l'argent, tu vois. Et t'es censé savoir capter cette valeur derrière. Et il faut être un bon accompagnant, il faut être un bon entrepreneur, il faut aussi assumer de créer pour attirer des personnes comme toi à toi. Et ça, c'est super important. La subjectivité dans la thérapie, dans l'accompagnement, c'est sous-coté. Les psys essayent d'être une sorte de mur blanc sur lequel support de projection du patient. Non, il faut utiliser sa subjectivité, c'est super important. La relation, c'est 50% de l'efficacité thérapeutique. Tu vas pas aider tout le monde, faut arrêter de vouloir aider tout le monde. C'est parce que tout le monde, en fait, c'est parce que tout le monde veut aider tout le monde que tout le monde se tape sur la tronche, je pense. Alors après, moi, je ne parlerai pas pour les psychologues ou des psychiatres, leur boulot, mais je vois par rapport aux autres. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Mais voilà. Donc aujourd'hui, j'en suis là. En fait, c'est mon challenge personnel. Et ça, c'est vraiment très personnel, tu vois. C'est de voir jusqu'où je peux aller avec ça. C'est-à-dire comment je peux développer le truc proprement et voir comment mon entreprise peut se développer. Mais après, ça, c'est très personnel. Ça nécessite de se connaître. Moi, j'ai eu le malheur de grandir sur la Côte d'Azur, entre Monaco et Saint-Tropez, dans une famille qui est pas forcément la plus favorisée et dans des écoles privées avec beaucoup de gens qui, eux, avaient les moyens. Donc, j'ai aussi un peu envie de voir ce dont je suis capable. Mais après, il y a des gens qui peuvent juger ça, il y a des gens qui peuvent pas juger ça. Moi, dans tous les cas, j'essaye de le faire pas en vendant de la daube aux gens, mais en essayant de faire un truc qui soit à la fois éthique, utile, où tout le monde y gagne, où ma famille est à l'abri, moi, c'est toutes ces variables-là que j'essaye d'optimiser. Donc, on va voir où ça mène, tu vois. Mais dans tous les cas, je teste des trucs, je fais des erreurs, j'apprends des choses et c'est trop bien, quoi. Vu que j'apprécie tes contenus, je vais pas mentir en conseillant à tout le monde d'aller voir ce que tu fais. Et j'aime bien aussi le titre de ton entreprise, Hyperfocus, puisque ça, je pense que c'est un aspect du TDAH dont on parle pas assez. Alors, j'ai bien compris, toujours pareil, il faut toujours bien préciser que c'est pas tous les TDAH qui sont comme ça, mais qu'il y a aussi une dimension, des fois, d'hyperfocus chez certains TDAH, que c'est pas juste d'être inattentif, d'être dans la lune ou autre chose. Au contraire, on peut être bien dans son job, dans son activité pendant plusieurs heures, même avoir du mal à s'en détacher, quoi. Alors, tu as fait un post sur les twice exceptional, les doubles exceptionnels, c'est-à-dire de personnes qui seraient à haut potentiel intellectuel et TDAH, TSA, dyspraxique, tout ça. Ça a tombé pile poil le moment où moi j'ai sorti 2 vidéos sur les doubles exceptionnels qui sont plus ou moins critiques. Personnellement, moi j'aime bien le nom twice exceptional, mais je comprends pourquoi certains spécialistes français n'aiment pas. Pour eux, ça donne l'impression aux gens que c'est bénéfique, que c'est positif d'avoir un TDAH. Et puis il y a aussi toutes les dérives que j'ai dénoncées dans les épisodes, parce qu'il y a certaines personnes qui sont identifiées à haut potentiel intellectuel sans avoir le niveau de quotient intellectuel requis, parce qu'ils sont TDAH. On fait un gros fourre-tout. Donc moi je pars sur la base juste de personnes qui seraient à haut potentiel intellectuel, dans le sens du consensus scientifique, et diagnostiquées officiellement TDAH,
TSA, dyspraxique, tout ça. Et donc, je pars sur cette base. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce... Qu'est-ce que je pense de ce terme? Bah, comme beaucoup des termes employés dans ce domaine-là, je suis rarement satisfait. HPI, je suis pas très satisfait. TDAH, je suis pas très satisfait. Mais Twice Exceptional, enfin double exceptionnalité, moi je trouve que c'est un très très bon terme marketing parce que ça donne envie de s'y identifier. Donc ça donne envie d'aller voir les gens qui peuvent potentiellement nous apposer l'étiquette de ça. C'est une étiquette sympa. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière parce que moi, tu vois, la toute base, j'étais pas à l'aise de me positionner sur le TDAH, tu vois. Puis je me suis dit, en fait, non, il y a trop de gens qui pourraient bénéficier de quelqu'un qui parle de ça, donc je prends le job, j'y vais, j'en parle et on voit ce qui se passe. Et finalement, j'ai eu des bons retours, les gens étaient contents, donc tant mieux. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que il faut pas que je néglige cette étiquette HPI derrière, tu vois. Enfin, moi, j'aide les personnes TDAH, mais j'aide pas toutes les personnes TDAH. Il y a plein de TDAH qui ont beaucoup de difficultés, qui ne gagneraient rien à travailler avec moi et vice versa. Enfin, il y a plein de facteurs différents et je pense que l'aspect HPI permet de compenser pas mal de difficultés et de créer ce profil bien particulier qui passe entre les mailles, qui est quand même performant. Donc, comment ça se fait que je peux être à la fois performant et avoir des difficultés? Et du coup, j'avais creusé ce terme-là parce que je vais un petit peu rajouter la dimension HPI, même si j'aime pas du tout le terme HPI, mais... Tu préférerais quoi comme terme sans indiscrétion? Bah, je sais pas... Est-ce que surdoué te convenait? Non, surdoué, c'est beaucoup trop flatteur pour être convaincant, en fait. Tu vois, surdoué, t'es même pas doué, t'es surdoué, non? Ben, est-ce que OQI, tout simple, technique... J'ai fait une vidéo où je disais qu'en fait, je préférais OQI, mais dans le sens de capacité cognitive mesurée par le test de QI. Voilà, basta. Mais le problème, c'est que c'est presque plus prétentieux que haut potentiel intellectuel. Ouais, non, mais en fait, c'est juste que c'est tellement plus nuancé que ça. Parce que cette histoire de QI, c'est quoi? C'est déjà, faut savoir qu'est-ce qu'on mesure. On mesure une certaine forme d'intelligence. Alfred Binet, il disait, c'était marrant, hein, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence, c'est ce que mesure mon test. Exactement. Ok, cool. On n'est pas trop avancé avec ça. Le QI, c'est pas fiable comme marqueur dans le sens où on peut avoir un très haut QI et avoir des difficultés ou des facilités. On peut avoir un QI plus moyen, avoir des facilités ou des difficultés. Moi, je suis vraiment pas expert du sujet, hein, mais des souvenirs que j'ai des tests de QI, c'est des compétences qui sont très un peu machinales. Enfin, c'est des compétences vraiment les hautes compétences cognitives du cerveau. En gros, je vais pas faire un test de QI à mon chien, rien comprendre. Mais je peux tester mon chien sur le fait de retrouver un objet. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut tester sur un chien qui sont similaires à un humain. Bref. Et moi, l'idée du QI, c'est en gros, il y a une forme de hiérarchie de l'intelligence, ça j'en suis sûr, dans le sens où, moi l'exemple que j'aime bien, c'est si on met PDG de Danone, d'accord, c'est exactement comme si on mettait un singe aux commandes d'un avion. Genre à ce stade-là, je suis vraiment l'équivalent d'un singe en termes d'intelligence. C'est-à-dire que le mec qui a ça, c'est une machine de guerre. Et je pense que ça se mesure au QI. Je pense que le QI nous éclate tous. Mais, enfin, qu'est-ce que ça veut dire cette hiérarchie-là? En fait, ça veut pas dire grand-chose. C'est ok. En fait, je peux gérer des entités très complexes, multifactorielles. Ok, mais je vois pas trop à quoi ça avance. Tu vois. Moi, une piste que j'aime bien, alternative. Je fais une pause parce que tu pourras le monter ça, parce que je pense qu'on va te tomber dessus là-dessus, mais. Ah bon? Non, je trouve ça intéressant depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Fanny Nussbaum, la phylocognition, ces trucs-là. Et moi, comme beaucoup de cas comme ça, je me dis, ah ben cool, je vais aller voir et je vais me faire une idée. C'est une des meilleures définitions que j'ai lues, en fait. Son concept de phylocognition est à l'heure actuelle ce qui me convient le mieux. Dans le sens où, je te jure que c'est pas ma faute si tu te prends des tomates, hein, mais dans le sens où, ce qu'elle décrit, c'est une surappétence pour la pensée, d'accord? Et que le piège de certains profils au potentiel au sens large, c'est d'être accro au fait de penser. Ça me parle direct, parce que un gros problème que j'ai eu dans ma vie, c'est le non-passage à l'action et le fait de préférer penser les choses que les vivre en vrai. Et ça, c'est un vrai problème que beaucoup de gens ont. La vie dans l'imagination est beaucoup plus parfaite que la vie réelle, sauf que c'est dans la vie réelle qu'on vit, quoi. Donc si. Oui, mais t'as aussi ce côté TDAH. Et du coup, il y a ce côté TDAH. Et justement, dans sa description de la phylocognition, elle décrit les deux profils. Elle décrit le profil philo-complexe et philo-laminaire. Et déjà, un point qui est important à préciser, la description du philo-complexe, je pense que j'ai un plus haut pourcentage de philo-complexe que de philo-laminaire.
parce que je suis beaucoup plus créatif, foufou, rebelle. Enfin, regarde ce que je raconte là, tu vois, un philo-laminaire, jamais il raconterait des trucs comme ça. Et je commence à développer mon côté laminaire, parce que vu que par exemple j'ai une entreprise, il faut que je fasse des trucs quand même plus structurés, que je me cadre et que je me discipline, et que ce qui est pas mon tempérament de base, mais j'aime bien quand les choses sont bien faites et optimisées. C'est juste que c'est pas mon appétence première. Et dans le profil philo complexe, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle raconte que c'est le profil qui a un énorme risque de lien avec un TDAH qui peut passer entre les mailles. Et c'est la première fois que je lisais quelqu'un dire que, ok, ce profil, il est super bien, mais il faut faire très attention parce que justement, cette capacité à penser, cette capacité à compenser, cette capacité à être à l'aise socialement, potentiellement, etc., peut cacher des grosses difficultés attentionnelles et un TDAH, elle le répète plusieurs fois et je suis en mode merci. Enfin, vraiment, c'est un des premiers livres que je lis sur le sujet et j'en avais bouffé pas mal cet été justement pour me monter en compétences, qui vraiment mettait un point d'attention là-dedans. Le seul truc que j'ai déploré, c'est l'aspect médication qui est pas du tout abordé, mais le fait qu'elle fasse ce lien, je me dis ah bah cool, oui bien sûr que dans ce que tu décris, il y a un énorme risque de TDAH et je pense que si j'avais lu ça plus tôt, je pense que j'aurais eu la piste du TDAH plus tôt. Et ça je l'ai apprécié. Et la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est le fait que elle essaye de passer d'une catégorie scientifique de HPI, enfin de ce qu'on essaye d'établir avec le HPI, et l'objectif de la science, c'est quoi? C'est d'établir des catégories qui sont universalisables, qui sont consensuelles et qui sont réplicables, d'accord? Sauf que quand on décrit des humains et toute la variabilité dans les êtres humains, on a toujours une exception et une autre exception, et c'est très difficile. C'est facile quand tu étudies des atomes ou quand tu étudies des systèmes simples, mais quand tu étudies des humains, t'as énormément d'incertitudes et c'est ce qui est très difficile dans les sciences molles, c'est d'avoir ce socle scientifique sur un sable mouvant constant de variabilité humaine, surtout d'humains qui s'étudient eux-mêmes, tu vois. Et en fait, ce qu'elle fait, le concept de phylocognition, il n'a pas de vocation scientifique. C'est une histoire qu'elle raconte sur la base du concept de HPI pour décrire deux archétypes dans lesquels on peut être dans des proportions variables. D'où le fait que tu peux avoir des inférieurs à 130 qui peuvent avoir un profil philo complexe et des machins parce que après j'ai pas lu ses études dans le détail, mais c'est des archétypes qu'elle décrit et c'est une histoire plus que des référentiels scientifiques. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ces travaux, c'est justement qu'elle sorte de ce cadre scientifique et qu'elle essaie de dire en fait concrètement qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Et j'ai eu l'impression, enfin vraiment, elle a fait une description de moi que j'ai jamais lu un truc aussi précis. Alors oui, on peut me dire c'est de l'effet Barnum, c'est comme l'astrologie, machin, mais faire de l'astrologie sur 50 pages de manière aussi détaillée, je pense que ça nécessite quand même une certaine conscience de soi et une certaine conscience d'autrui, tu vois. Je peux te répondre. Ça m'intéresse. Alors, j'ai été obligé de réenregistrer mes réponses sur ce passage parce que j'étais vraiment flou. Enfin, pas moi, mais je veux dire mon discours était flou. Hésitant, et tous mes problèmes d'élocution étaient doublés. Voici ce que je voulais dire de manière plus posée. Intensément Podcast a déjà consacré 3 épisodes debunk au concept de complexe et laminaire, les phylocognitifs de Fanny Nussbaum, et une sur le quotient intellectuel hétérogène dans lesquels vous pourrez mieux comprendre l'ensemble de cette controverse. La division en 2 types des HPI complexes et laminaires, ce serait, et vraiment de manière simplifiée, d'un côté les HPI qui auraient des scores hétérogènes au test de QI et des problèmes psychologiques, ça serait les complexes, et de l'autre côté les laminaires qui auraient des scores homogènes au test de QI et qui n'auraient pas de problème et une intégration sociale. Même si, en effet, comme le pense Mika, la dénomination phylocognitif est intéressante pour moi aussi, car beaucoup d'entre nous nous retrouvons dans cet intellect qui aime penser, ou qui pense trop, comme le dirait un autre concept piège. Ceci dit, tout de même, d'un haut potentiel intellectuel, il y a le mot intellectuel qui représente justement ce côté cognitif. Et puis surtout, le problème de cette division entre HPI complexe et laminaire, c'est tout simplement que selon les autres spécialistes, elle n'a aucun fondement. En réalité, la majorité des hauts potentiels intellectuels ont un quotient intellectuel hétérogène, ça serait la norme, et cela ne signifie pas forcément avoir des problèmes psychologiques ou un TDAH. Et les HPI aux résultats homogènes sont rares, et cela ne signifie pas ne pas avoir de problème et savoir s'intégrer dans la société. Tous les HPI sont différents, qu'ils soient hétérogènes ou homogènes. Et dû à la sélection même du petit échantillon de l'étude qui a servi de caution scientifique au concept de Fanny Nussbaum, on ne devrait pas en tirer de conclusions. Le problème, c'est que Fanny Nussbaum en a tiré des conclusions qu'elle avait déjà prévues avant d'ailleurs. Et comme l'ont fait remarquer les critiques,
on ne retrouve pas ces conclusions dans d'autres études. Donc le souci, selon moi et selon les autres critiques, avec le concept de Fanny Nussbaum, c'est le manque de rigueur scientifique et le fait d'avoir conduit, ça c'est mon souci à moi, le grand public et les professionnels à croire que ces deux profils existent réellement. Ces descriptions des HPI complexes sont en réalité, comme l'a bien remarqué Mika, plutôt la description d'enfants HPI-TDAH, et là où ça peut permettre à beaucoup, comme par exemple Mika, de s'orienter vers un diagnostic TDAH, malheureusement, et cela je l'ai remarqué, cela entraîne aussi l'effet inverse, à savoir contribuer à la confusion entre les symptômes des HPI complexes qui décriraient en fait des traits TDAH et la description des hauts potentiels intellectuels en général. De plus, ce concept tenait sur une étude basée sur des tests de quotient intellectuel, et ces dernières années, Fanny Nussbaum va d'interview en interview en affirmant que les tests de quotient intellectuel ne sont pas fiables et stables, ce qui démonte son concept précédent. Si les tests sont pas fiable et stable, son concept précédent non plus donc. Avec le temps et les enquêtes, j'ai aussi réalisé combien la description des complexes et des laminaires ressemble véritablement à s'y méprendre à la division entre HPI et HPE des thèses élucubration de Raymond Dazan. Et quelque part, c'est relativement troublant puisque c'est Raymond Dazan qui l'a développé la première. Et je me suis même posé la question de savoir si Fanny Nussbaum n'avait pas pompé sur les idées de Raymond Dazan pour faire son concept. C'est une question que je me suis véritablement posée. Et pour enfoncer le clou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terme phylocognitif me fait aussi étrangement penser au désastreux livre « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin, et là aussi je me demande si cela n'a pas influencé Fanny Nussbaum. À noter, et c'est important, que si le terme phylocognitif n'a pas vraiment percé depuis, le concept, lui, de HPI complexe a véritablement fait fureur et, surtout, et malheureusement, repris par de nombreuses personnalités qui propagent de la désinformation sur tous ces sujets. À commencer d'ailleurs par Christelle Petit-Colin elle-même, trop contente d'avoir une pseudo-confirmation de ses thèses toxiques. Pour finir, je tiens à préciser que Fanny Nussbaum est tout de même une psychologue, ce que je ne suis pas, et une spécialiste dans son domaine, et que ces histoires d'archétypes psychologiques ou philosophiques dont parle Mika me passent peut-être au-dessus. Moi, je ne traque que les contradictions des discours et pas la portée ni la force philosophique ou littéraire. Et je connais personnellement pas mal de personnes en dehors de Mika qui ont apprécié les théories et le talent de Fanny Nussbaum, à commencer par moi-même, même si ça n'a pas duré. Merci Mika de me permettre de répondre. Revenons maintenant à l'entretien. Mais de toute façon, c'est très compliqué. C'est des sujets qui sont très compliqués et je pense que les gens qui se sont basés sur les catégories en binaire, c'est juste que, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très très dur l'incertitude en fait. On veut des choses claires. Sauf que malheureusement, il n'y a pas grand-chose de clair et net et défini surtout dans ces domaines-là, tu vois, dans ces domaines de sciences humaines. Donc, c'est des vastes sujets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut débattre, on peut affiner, on peut améliorer. C'est un travail constant. Il y a plein de choses qu'on a compris et c'est réglé, tu vois. Alors, le fonctionnement des plantes, c'est globalement comment fonctionne une plante. Le cerveau humain, la variabilité humaine. En fait, on sait pas grand-chose et il y a encore plein de choses à faire. Et moi, je trouve juste ça super excitant, tu vois. Et si tous, à notre échelle, on rajoute un peu notre brique, soit du point de vue scientifique, soit du point de vue de personnes concernées, etc., en mixant différentes sciences, différentes disciplines, on peut arriver à une vision la plus complète possible et la plus utile possible. Dernière question, que penses-tu de l'acronyme TDAH, de la dénomination, de la manière dont on le voit à partir de ce simple trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité que moi je trouve vraiment mauvais personnellement, enfin qui recouvre pas du tout ce que moi je perçois comme étant le TDAH. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je rejoins la conception de Russell Barclay en fait, qui justement critique cette conception du trouble de déficit de l'attention parce que le problème c'est pas un déficit d'attention, le problème c'est un déficit du contrôle de l'attention. Il y a une nuance. Que du coup, TDAH, on peut dire, non, moi, j'ai pas de problème d'attention, je peux me concentrer, donc je suis pas concerné. Donc, rien que le fait qu'on puisse penser ça pose problème, d'une part. Et de l'autre, il y a une étude très récente, là, de 2024, c'est Sébastien Horard qui avait partagé là-dessus, où en fait, des gens étudiaient le nom TDAH et disaient à la fin, en fait, on n'a aucune idée de comment appeler ce truc. Oui, exact, ouais. Trouble du défi de l'autocontrôle, trouble du déficit exécutif, trouble de dysrégulation émotionnelle, enfin, on n'en sait rien. Et pareil, en fait, c'est ça qui est à la fois horrible et super dans cette discipline, c'est que on sait des choses, mais en fait, on sait pas vraiment si on sait, et ça change, et ça évolue. Et en fait, moi, ma conception, c'est toujours le résultat. C'est-à-dire que il y a des psychiatres
qui sont spécialisés dans le sujet. Malheureusement, bien trop peu. Donc moi, je parle de ce que je connais du mien. Il y a 3 composantes par rapport au TDAH. C'est faire confiance à l'intuition clinique du praticien, parce qu'en fait, c'est lui qui détermine le diagnostic ou pas. Alors oui, il y a les recommandations, mais il y a aussi des comorbidités. Enfin, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte que il peut pas y avoir un processus de décision clair. C'est vraiment le clinicien, son intuition, tous les cas cliniques qu'il a pu avoir et surtout les options qu'il propose. Et il y en a qui sont même plus extrêmes que ça, en disant, en fait, si le traitement marche et apporte une amélioration de la qualité de vie, peu importe l'étiquette, tant que la personne a quelque chose qui l'aide, tant mieux. Il y a un truc, TDAH, en tout cas, c'est pas convaincant comme mot. Enfin, il faudrait vraiment faire mieux. Après, l'alternative, je laisse à des gens dont c'est le métier de se pencher là-dessus. Mais pareil, c'est un truc où il y a un boulevard à creuser. Et c'est un sujet qui est fascinant. Donc ouais, TDAH pas terrible, mais en attendant d'avoir mieux, on fait avec. Voilà. On aurait pu continuer des heures comme ça. Si cet entretien vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi apporter à ce média, à Intensément Podcast, en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé au début. Je vous en remercie intensément. Énormissime merci à Mika Nardi. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel.